Chahut Média. Quand est-ce que vous avez pris conscience que votre grand-père était ce grand poète ? En fait, c'est arrivé quand j'étais en classe de 6e, donc ça veut dire quand j'avais 10-11 ans. Pas avant, parce que il se trouve que ma professeure de français était une grande admiratrice. Liora Jacotet, comédienne, petite fille de Philippe Jacotet. Elle avait demandé s'il pouvait venir en classe parler de son métier, de son travail, ce qu'il avait fait d'ailleurs. Il était venu jusqu'à Paris, il avait rencontré la classe et en fait, je pense que c'est un peu à ce moment-là, quand je voyais l'admiration de cette dame tellement presque éprise de lui, qui ensuite a continué à envoyer des cartes postales tous les ans pour la nouvelle année, etc., que je me suis dit, je crois qu'il y a quand même quelque chose... aussi quand j'ai été amenée à travailler sur ces traductions, puisque au moment du baccalauréat, on travaillait sur l'Odyssée. Traduite par Philippe Jacotet. J'ai lu très tard sa poésie. En tout cas, les souvenirs marquants de lire sa poésie, je pense, sont au moment où il m'a envoyé la Pléiade. Et qu'est-ce que ça vous a fait ? Eh bien, c'était comme de découvrir une part de lui inconnue. Je crois que la première chose qui m'a frappée en lisant ses poèmes, c'est l'angoisse de la mort. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Dans le souvenir livré par Liora Jacotet, il y a tout. Le poète discret, le traducteur rigoureux, le grand-père attentif. Philippe Jacotet, c'est une voix à la fois inquiète et douce, pudique, précise, qui cherche dans la langue un appui pour vivre. Il y a quelque chose à quoi je tiens de plus en plus. C'est une sorte d'immédiateté dans le rapport avec le monde. Dans cet épisode, on retrouve cette voix à Grignan, le village de la Drôme où Jacotet a vécu et travaillé 70 ans durant. C'est là que son œuvre prend forme, entre traduction, lecture, marche, solitude. Et là aussi qu'il percevra les premiers signes de la fin. La menace, c'est sur cette immédiateté que je voudrais conserver aussi longtemps que possible. On poursuit l'exploration de son itinéraire en s'arrêtant sur la traduction qu'il a tant pratiquée, sur la publication de son œuvre dans la bibliothèque de la Pléiade et sur ce qu'il appelait lui-même ses derniers feux. Et néanmoins, la poésie, Philippe Jacotet. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec Daniel Maggetti. La musique du générique est de Gaspard Klaus. Troisième épisode, son titre, traducteur majeur, écrivain consacré. Je crois que Jacotet, il a traduit uniquement des textes qu'il a admirés. Évidemment, Ungaretti, c'était pour lui non seulement un ami et un maître, mais aussi un poète éblouissant dont il s'est imprégné. Marion Graff, traductrice, critique littéraire. Bien, la découverte de Mandelstam, dont il a parlé à plusieurs reprises, c'était vraiment aussi un moment de crise, un poète qu'il a remis dans la poésie. Ou bien la poésie de Gongora, on se rend bien compte aussi qu'elle est en dialogue avec son œuvre à lui, qui prend des teintes un peu baroques, on peut dire, parce que chez un poète baroque comme Gongora, il y a aussi cette obsession de la mort, cette obsession de l'objet, des choses qu'on retrouve chez Jacotet. Je crois que pour Mandelstam, Jacotet a appris le russe, il a ouvert des grammaires, il s'est passionné pour cette langue aussi, pour pouvoir traduire et lire Mandelstam dans le texte. Comme il avait quand même un certain bagage, il a réussi à débroussailler, si on veut, ce texte, mais il a fait relire sa traduction, évidemment, par un de ses amis, Louis Martinez, qui était professeur de russe à l'université d'Aix-en-Provence. Il ne s'en cachait pas. Traduire, pour Jacotet, c'est marcher dans les pas de l'autre. Hölderlin ou Musil, Leopardi ou Ungaretti, Cazola ou bien Rilke. Mais sans pour autant effacer ses propres traces. Il faut rester juste. Mais juste comment ? Il avait une approche plutôt, je dirais, intuitive. Et je crois que cet équilibre entre un Jacotet extraordinairement savant, une perspicacité analytique et quand même l'instinct, c'est très typique de ce qui fait un bon traducteur, à mon avis. Oui, j'avais noté un peu ces espèces d'équilibres qu'on trouve comme traducteur, qu'on doit trouver entre
quelque chose de très énergique quand même, et aussi de très patient. On doit faire preuve de ces deux qualités. On doit faire preuve aussi de deux autres qualités, c'est l'humilité et l'orgueil. Parce que devant l'œuvre de quelqu'un comme Homère, ou comme Goethe, ou comme tous ces grands auteurs dont on a parlé, ou auxquels Jacotet s'est confronté, ou bien même moi, face à quelqu'un comme Walser, on ne peut être que humble, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'orgueil à se dire qu'on va prendre la parole à sa place et mettre notre nom avec le sien comme être co-auteur des livres qu'on produit. C'est quand même très gonflé, non ? La traduction de poésie, c'est totalement spécifique parce que c'est une forme-sens. Christine Lambé, professeure de littérature, Université de Nantes. C'est-à-dire que lorsque l'on traduit de la poésie, on ne traduit pas uniquement un message ou un sens, mais on traduit également l'enveloppe que prend ce message. Et donc, c'est ce qui fait toute la difficulté, parce que ce message est en fait lié à une langue particulière, et ce corps de la langue diffère selon qu'on parle en français, en allemand ou d'autres langues. Traduire, ce n'est donc pas transposer. C'est refaire, c'est réécrire, avec pudeur, et parfois avec audace. Quand il traduit Homère, il invente une forme d'oralité dans la traduction, en se rappelant que l'Odyssée, c'était un poème qui était chanté, etc. Donc il va travailler ça avec une recherche musicale du vers de 14 syllabes qui va donner à cette épopée une dimension orale qu'elle n'avait pas eue encore dans d'autres traductions. On avait essayé de traduire l'Odyssée en prose, par exemple. On avait traduit l'Odyssée en alexandrin. Tandis que lui, il choisit une forme beaucoup plus souple avec ce vers de 14 syllabes. Et c'est intéressant parce que lui-même, au début des années 50, il est un jeune poète qui explore des nouvelles formes de poésie. Et il utilise aussi ce grand vers de 14 syllabes qui se rapproche un peu de la prose dans sa propre poésie. Donc je crois que cette réflexion sur Homère, elle a été assez fondatrice aussi pour lui. Et pour chaque poète, Philippe Jacotet ajuste sa voix. Hölderlin, fragmentaire, heurté. Rilke, ample, musical, exigeant. À chaque fois, il faut réinventer la langue. Ce qui est frappant, c'est aussi ce réseau serré de correspondance entre traducteurs et d'écrivains poètes qu'il a traduits, qui étaient eux-mêmes des traducteurs. Aline Berger, professeure de littérature, La Sorbonne, Paris. Hölderlin s'étant évidemment tourné vers la Grèce, mais aussi Mandelstam ayant été traducteur, Léopardi également. Donc les travaux de Jean-Marc Sourdillon à ce propos soulignaient, je crois assez clairement, aussi des affinités qui se construisaient par cette pratique, avec le sentiment qu'un traducteur, c'est quelqu'un qui poursuit quelque chose. Le travail d'humilité que suppose le travail du traducteur, d'enfouissement dans la voix d'un autre, de recherche de langage et de recueillement extrêmement concentré sur un corpus de texte, le conduisait aussi à la recherche des mots justes ou de l'approchant, mais une langue commune, d'une certaine façon. Même si les auteurs qui a traduit sont extrêmement complexes à comprendre et à saisir. En avril 2025, la revue de Belles Lettres, sous la direction de Marion Graff, republie un texte de Philippe Jacotet, initialement paru dans un volume en hommage au traducteur Hanno Elbling. Intitulé « Le désespoir du traducteur », ce texte revient sur la difficulté presque vertigineuse de traduire un poème de Goethe auquel Jacotet n'a cessé de revenir. Ce texte sur un poème de Goethe, qui était un poème en fait témoin pour la difficulté de traduire un poète à la fois extraordinairement simple, parce que c'est d'une simplicité vraiment évangélique, le vocabulaire. Marion Graff. Je crois que tout gymnasien qui a fait 3 ans d'allemand pourrait comprendre ce poème, mais il est intraduisible dans sa densité sonore, dans les grandes résonances aussi qu'à chaque mot. C'est un poème de Goethe ultra connu. In allen Wipfeln ist Ruhe. Il faut que je regarde. Ouais. Wanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde ruhst du auch. Merci beaucoup. C'est un très beau poème, mais vous entendez toute cette intensité sonore, c'est incroyable. Justement parce que, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est un poème qui, par définition, est une forme qui fait sens. Christine Lambé. Goethe, arrivé au moment de sa vieillesse, relit ce poème qu'il a écrit quand il était beaucoup plus jeune et se rend compte que le sens a changé parce que c'est un poème qui parle du repos. Et quand il l'a écrit, étant jeune, il pensait au repos, on va dire, amoureux, affectif. Et puis quand il arrive à la vieillesse, il se rend compte que ce repos, pour lui, c'est le repos éternel. Donc il se rend compte que le sens a changé et les mots sont très courts en allemand et il y a un rythme qui est presque le rythme d'une berceuse. Et Jacotet se rend compte que ce n'est pas possible de le traduire et pour une très très rare fois, il propose un brouillon avec différentes variantes. Où on voit qu'en fait, il propose une solution et puis il n'est pas satisfait, il en propose une autre et puis encore une autre. Et on voit ce mouvement pour s'approcher indéfiniment du texte, qui est un mouvement infini parce que la traduction, c'est par définition un atelier d'écriture infinie. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure qu'il propose des variantes, il s'éloigne du texte. On l'a dit, traduire les poètes qui l'ont marqué permettait à Jacotet de les rassembler sous son propre regard. Un regard exigeant qu'il appliquait avec la même rigueur à son travail comme à celui des autres. Philippe, s'il n'avait pas adhéré à ce que je écrivais, nous n'aurions pas pu être véritablement proches. Il était très mal à l'aise avec les amis qui écrivent soudain non pas de mauvais livres, mais des livres qu'il n'aimait plus. Amaury Roy, écrivain, éditeur. Chez Philippe, l'importance de la littérature était telle que si un de ses amis commettait un mauvais livre, c'était difficile pour lui de ne pas lui dire. Beaucoup, d'ailleurs, des poètes publiés à la Dogana m'ont souvent dit on n'a jamais reçu une lettre de Philippe sans la mention d'une ou deux réserves. Et il lui fallait dire ce qu'il pensait. Justement, ça fait partie des choses que j'ai découvertes a posteriori. Mais par exemple, si on lit sa correspondance avec Gustave Roux... Antoine Jacotet, éditeur, fils de Philippe Jacotet. Dès l'âge de, 18, 19 ans, il a une espèce de certitude de sa vocation propre, et puis aussi un jugement sur les œuvres, qui était un jugement qu'il a pratiqué toute sa vie dans la critique, qui est très particulier, parce que par rapport à d'autres de ses amis poètes que j'ai fréquentés aussi après, que je vois, chacun défendait son propre précaré, soit une école, soit des disciples, ou une vision assez fermée. Lui avait cette capacité de s'intéresser à toutes sortes de formes de poésie. De Dubouchet à Supervielle, de Claudel à Saint-John-Perse. Et même à faire des critiques sur des livres, ça pouvait être nouveaux romans. Il s'intéressait à beaucoup de choses et puis surtout il reconnaissait qu'il y avait d'autres façons d'appréhender la littérature que la sienne et qu'il pouvait y avoir beaucoup de qualités dans d'autres façons. Mais toujours quand même avec un jugement qui lui permettait de dire certes, Char est un grand poète, mais il y a des choses que je n'aime pas chez lui. Une espèce de sûreté de jugement comme ça. Au fond, ce que je veux dire, c'est qu'il avait lui-même une idée de la poésie extrêmement exigeante et élevée et presque folle de nos jours, si on y pense. C'est complètement... Et je crois qu'il en était conscient. Mais c'était ancré en lui, quand même. Là, je relisais, je suis en train de corriger les épreuves de l'Empédocle de Hölderlin. Et il y a un portrait, justement, d'Empédocle, comme une espèce de figure du poète qui est le gardien du sacré qu'il rencontre dans la nature. Et ça, c'est l'image idéale. Enfin, c'est ce qu'il espérait pas pouvoir être, parce qu'il était trop modeste pour ça, mais pour lui, il y a quand même cette image du poète là, et il l'a gardée toute sa vie. Mais je crois que ce qu'il m'a donné, en tout cas à moi, c'est juste le goût de la beauté et l'attention aux choses, et de savoir regarder quand on voyage, de s'intéresser, de regarder les choses, de s'émerveiller, de la musique, de la peinture, et ça vraiment, ça c'est je crois ce qui nous a transmis.
Les larmes, quelquefois, montent aux yeux comme d'une source. Elles sont de la brume sur des lacs, un trouble du jour intérieur, une eau que la peine a salée. La seule grâce à demander aux dieux lointains, aux dieux muets, aveugles, détournés, à ces fuyards, ne serait-elle pas que toute larme répandue sur le visage proche, dans l'invisible terre, fit germer un blé inépuisable? Le recueil que vous avez s'intitule « L'encre serait de l'ombre ». Vous êtes au cœur de la bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne, dans le nouveau bâtiment. Si vous voulez me décrire l'endroit dans lequel on vient de rentrer, c'est comme un bunker. C'est comme un bunker, tout à fait, avec énormément d'étagères mobiles. Ramona Fritschi, conservatrice des manuscrits et responsable de la section patrimoine, bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. Avec beaucoup de boîtes d'archives posées sur ces étagères. Donc Jacotet dort dans un endroit précis. Là, c'est le fond Jacotet. Ah, c'est tout Jacotet. Les différentes parties qui se trouvent au manuscrit qui contiennent des pièces de Philippe Jacotet. Il y a d'un côté le fond Philippe Jacotet qu'il nous a versé tout juste avant son décès en 2020. Il y a de la correspondance, il y a des carnets de notes, des carnets de voyage, mais il y a aussi des manuscrits qui se trouvent dans ce fond. C'est assez varié. Et ensuite, nous avons aussi des pièces isolées, surtout des œuvres que la bibliothèque a pu faire l'acquisition au fil du temps, souvent directement via Philippe Jacotet. Ça peut être un brouillon, ça peut être une étape intermédiaire. Des fois, c'est un tapuscrit, une partie tapuscrite. Des fois, c'est uniquement manuscrit. Il y a vraiment toutes les variations possibles. Vous nous présentez les énormes boîtes face à nous. C'est comme des boîtes à chapeau. Ce sont les cahiers des notes. On a une grande série de cahiers, on voit très bien l'écriture de Jacotet, on voit très bien les annotations presque au jour le jour. Chiara Gizzi, conservatrice adjointe des manuscrits, bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. Et c'est d'un côté ses pensées et de l'autre côté aussi ses lectures. On voit un peu ses travaux aussi d'écriture, de réflexion aussi sur comment on écrit. C'est tout à fait fascinant pour nous de voir qu'à côté des manuscrits, donc des avant-textes des œuvres, où on a plusieurs essais, corrections, on voit aussi comment il réfléchit un peu à sa vie, à ce qui se passe. Ce qui est toujours émouvant, c'est la pauvreté du matériel original. C'est-à-dire que, j'insiste là-dessus, c'est vraiment des cahiers d'écoliers. Ils sont quadrillés. Il y a de la place pour écrire le nom de l'élève, etc. Et puis Jacotet écrit dedans. Et puis les empile, on peut imaginer, avant de vous les délivrer. Fabrique du poète, hein, vraiment. « 2014. Depuis longtemps, par le biais de ses traductions, de ses contributions de critiques littéraires et bien entendu de sa poésie, l'œuvre de Philippe Jacotet est lue, reconnue, célébrée. À 89 ans, quelque chose bascule. Son œuvre poétique rejoint la bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Un geste fort, symboliquement chargé, et pour cause, avant lui, seuls 15 auteurs vivants ont eu cet honneur. Mais cette consécration n'est pas allée sans trouble. C'est très difficile de faire un Pléiade du vivant d'un auteur. Alors Philippe Jacotet s'en est réjoui comme quelque chose d'extraordinaire. José Flore Tapie, poétesse, éditrice, traductrice. Mais très rapidement, il a été tourmenté par cette sorte de monument qui allait s'abattre sur lui comme une pierre tombale, en gros. Moi, j'ai senti cette duplicité. J'ai essayé, justement, par indépendance d'esprit, de me tenir très loin de ça et de ne pas me laisser infléchir par ces mouvements d'impatience, son angoisse qui transpirait au téléphone. Il y avait une sorte de réjouissance, de peur de manquer la Pléiade, parce que si on faisait trop long, il verrait peut-être pas le résultat. Il était très dur en affaires. Il nous renvoyait nos copies, il relisait tout, raturé, avec des suppressions, il faut recommencer, ça va pas. C'était dur, il fallait supporter, mais moi j'ai pris ça comme un immense honneur.
autant de labeur pour une si grande excellence à la fin. C'est comme une haute école d'équitation, je dirais, ou du patinage artistique, vraiment haut de gamme. De travail rigoureux, 1700 pages maximum, prose et poésie mêlée, et un geste exceptionnel, soit l'ouverture par Philippe Jacotet de ses archives personnelles à José-Flore Tapie, chercheuse rattachée au Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Autour d'elle, une petite équipe éditoriale composée d'Hervé Ferrage, Jean-Marc Sourdillon et Doris Jacubec. Il nous a laissé complètement libre dans l'approche de ses livres. Une seule fois, mais vraiment une seule fois, il m'a demandé de mettre quelques proportions parce que je le comparais à Beckett pour une certaine œuvre. On voit trop Jacotet comme un poète de la contemplation heureuse, disons. Mais moi, j'étais très sensible au côté sombre, côté nihiliste de certains de ses livres. Je l'ai comparé à Beckett. Il m'a dit, j'aime beaucoup Beckett, c'est pas tout faux, mais mettons des proportions. C'est totalement déplacé. Alors j'ai vite enlevé, mais j'ai rusé, j'ai fait autrement. Pendant le travail de la Pléiade, on est allé plusieurs fois lui rendre visite à Grignan. Jean-Marc Sourdillon, poète, traducteur. Et là, il était très apaisé, au contraire très heureux. Et les échanges étaient très chaleureux, très forts. Enfin, on venait pour lui poser des questions. On était sur le lieu de l'écriture, sur le théâtre de l'écriture, parce que à la fois c'est là où il écrivait et c'est là où les événements poétiques avaient lieu, à Grignan. Et il nous répondait souvent avec humour, parfois en conservant un certain mystère, un certain secret. Il est vrai que plus les années passent, plus la prolifération ailleurs des commentaires et des paroles, comme celle des images, m'effraie et par conséquent renforce mon désir de silence en dehors de ce que je peux encore écrire. Les angoisses de la Pléiade derrière lui, Philippe Jacotet se remet à écrire. Malgré la fatigue et le doute, les textes de la Clarté Notre-Dame et du dernier livre de Madrigal prennent forme. Les deux ouvrages paraîtront après sa mort, en 2021. La Pléiade peut être un catalyseur aussi, n'est pas forcément la porte définitive, mais peut ouvrir une porte aussi. José-Flore Tapie. Et là, visiblement, ça lui avait donné envie quand même d'aller plus loin. Et ce texte, ça a donné naissance à la Clarté Notre-Dame. Mais ça a été très dur parce que c'était des années de grande faiblesse et de grande fatigue chez lui. Et il s'accrochait à ce projet. Et vous l'aidez à achever cet ouvrage, n'est-ce pas? Oui, un peu aveuglément. C'est-à-dire que pendant le Covid, c'est-à-dire pas longtemps avant sa mort, en fait, il a eu envie que je l'enregistre puis qu'il me raconte ses souvenirs. Donc je suis descendue pour ça, à Grignan, malgré le Covid. Et j'ai senti pour lui que c'était une roue de secours, c'était vital de s'accrocher à ça avant qu'il soit trop tard. Et là, j'ai fait pas mal d'enregistrements, plus ou moins peut-être intéressants. Mais au fil de ces entretiens, j'allais tous les jours un moment, il m'a dit « J'aimerais avoir votre avis sur ces textes que j'aimerais achever un jour. » J'ai pris ces cahiers, il y en avait beaucoup. Et puis j'ai commencé à lire parce que j'habitais chez une amie à Grignan, je suis restée 10 jours. Et j'ai été bouleversée par ce texte, très ébauché, avec des ratures, pas du tout fini, mais on voyait bien ce qu'il cherchait à dire. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je lui ai dit, c'est magnifique, il faut faire un livre avec ça. Mais voici, tout de même, en ce premier jour de mars, que la lumière qui va vers son élargissement, sa croissance, son ascension, revient me réchauffer à travers la fenêtre, aussi indubitablement réelle qu'en moi la montée et la croissance de la mort. De telle sorte qu'une fois de plus, elle semble me conduire la main, si fatiguée que soit celle-ci désormais, et que me revient, quoique flou, le souvenir d'un moment de l'Antigone de Sophocle,
comme tant d'autres moments qui auraient le même son et la même résonance. Encore une autre sorte de tintement de cloche dans le ciel intérieur. Quoi qu'il en soit, ce souvenir d'un vieillard guidé par un enfant ou une jeune femme vers ce qui pourrait être son dernier refuge, elle pouvant être dite « lumière de mes yeux », est ici à sa place. Même si le guide est la lumière elle-même, la fidèle, la silencieuse et la bienveillante. La clarté Notre-Dame, 2021. Il accordait une telle importance à la littérature et qu'il aurait voulu presque qu'elle le sauve lui. Amaury Noroy. Qu'elle l'empêche de mourir, mais qu'elle lui ôte toute inquiétude. Et sauf qu'il n'a jamais pu avoir trouvé ni dans les religions, ni dans la littérature une certitude, une conviction. Il y a des auteurs qui s'enferment dans une petite mythologie personnelle et qui donc créent un mythe rassurant, presque une seconde religion, et qui, une fois qu'ils l'ont créé, c'est tellement rassurant qu'ils s'enferment dedans, mais ça ne vit plus. Et justement, l'immense beauté des textes de Philippe était touchante pour cette raison même, que tout était toujours remis en question. Il ne figeait rien. Dans les dernières années, il avait tendance à dire « mais j'ai eu tellement de chance de rencontrer tous ces gens extraordinaires ». Il minimisait un peu, dans ce cas-là, Antoine Jacotet, sa propre force, qui fait c'est en fait lui-même qui s'est construit comme ça, avec une espèce de constance pendant toute sa vie, assez impressionnante. Vas-y. Je parle maintenant, par exemple. Et c'est comme là, puissions-nous trouver nous aussi purs, retenus, étroits. Il avait déjà eu son AVC tout à la fin de sa vie. Ça, c'était très bouleversant pour moi, parce que depuis longtemps, il ne voulait plus écrire parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il avait été. Mais ça a duré très très longtemps, il a arrêté très tôt. Mais dans ces tout derniers mois, je me souviens, il a voulu un jour prendre un magnétophone et me dire ça fait des mois que je pense à quelque chose. Et c'était une conférence faite à partir des quelques citations qu'il avait touchées et qui étaient la base de son existence. Enfin. Et le jour où on s'est mis à la table, il a, sans regarder une note et tout ça, pourtant il avait l'esprit déjà assez fatigué. Il m'a lu tout ça du début à la fin. Mais il le travaillait depuis longtemps. Ça tournait dans sa tête. Et c'était comme si c'était son dernier témoignage. Enfin, et est-ce que finalement, cet enregistrement existe en radio? Il existe. On n'en a encore rien fait. Mais ça pourrait un jour faire l'objet d'une émission. L'enregistrement dont parle Antoine Jacotet, ce document demeuré à ce jour inédit, on le dévoile dans le prochain épisode de cette série. Une archive exceptionnelle, enregistrée dans l'intimité d'un tête-à-tête père-fils et dans laquelle Philippe Jacotet raconte sa relation avec les auteurs qui l'ont fait poète. Et néanmoins, la poésie, Philippe Jacotet. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec Daniel Maggetti. En partenariat avec le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne, le Centre de traduction littéraire de Lausanne, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et le musée Géniche Vevey. Cette série documentaire podcast a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Lennartz, de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, de la Fondation UBS pour la culture et de l'État de Vaud.